First string. Hey, where's my crown? Hey. I'm all about the money, nigga, fuck the fame. Say it every song, you know it ain't a fucking game. Chicken had a spotlight, that Charlene. Still sitting courtside at the ball games. Even better cause these niggas don't know me. He retired when I'm ballin' like Kobe. Long nose and a gun at Ginobili. Shooting like I'm open long range, you can hit from the nosebleeds. Coming for the money like these niggas owe me. Say you really about a nigga, you gon' have to show me. Think I'm giving up when you niggas don't know me. Flash a wrist, now your bitch wanna blow me. She slipped up, told the nigga where you hide at. I call biz like nigga where that 9 at. I found the spot so you know where we riding at. He like damn bro, tell me how you found that. I fucked this bitch, little bro, never mind that. Just make sure you keep that 9 where it's spine at. Nina bustin', I ain't talking about a climax. I made a deal for the kill like a contract. I got skill with the skill when it's combat. On va garder le sweat quand même parce qu'il fait quand même pas non plus. Là, c'est là que tu fais tomber les lunettes dans l'eau. Ah, t'as commencé à filmer, super. Bon Fred, bonjour. Salut Numa. Alors aujourd'hui j'ai quelques questions à te poser parce qu'en fait tu fais un métier qui est très intéressant, qui est un rapport avec la culture de l'excuse, n'est-ce pas? Ouais, j'enseigne la sociologie. La sociologie. Voilà, qui est effectivement une discipline à qui on reproche souvent de trouver des excuses aux gens, alors qu'ils cherchent juste à les expliquer, les comportements, mais voilà. Et peut-être qu'on pourrait trouver des excuses aux pêcheurs pour le coup. Ah oui, on peut leur trouver des circonstances atténuantes même. On va parler dans une seconde, mais alors justement, et je crois que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, c'est en discutant sur les réseaux sociaux. Tu as fait ta thèse sur un sujet qui nous intéresse au premier chef et qui est la pêche de loisirs. pêche de loisirs. Tout à l'heure on en reparlait, ton angle d'attaque, c'était quoi ton thème, on va dire? Mon angle d'attaque, il était un peu double, il était historique, c'était de voir comment émerger cette figure de la pêche qui nous est familière aujourd'hui, c'est-à-dire la pêche récréative, le no-kill notamment, le fait que le poisson est de plus en plus considéré comme un partenaire de jeu plus que véritablement un aliment, quoi. Il y a très longtemps que beaucoup de pêcheurs, alors pas tous, hein, mais parmi les jeunes, pêchent pour s'amuser et pas pour manger le poisson. Et puis, donc ça, c'était un peu un angle un peu socio-historique, hein. Et puis après, il y avait une approche aussi plus sociologique, contemporaine. C'était aussi de voir comment ce phénomène de transformation de la pêche en sport, il n'empêchait pas aussi des rapports différenciés, notamment des rapports de classe sociale. Parce que voilà, j'ai fait un peu l'hypothèse que la pêche c'était un espace de pratique et que cet espace de pratique il n'était pas neutre. On ne choisissait pas une technique de pêche ou une façon de pêcher ou un mode d'appropriation d'une technique uniquement parce que ça nous plaisait ou parce qu'on avait la proximité pour pêcher, mais aussi parce que c'était en lien avec une esthétique, une éthique qui pour moi était liée à une conception de classe. Alors j'ai pris la pêche à la mouche aussi comme quelque chose de paradigmatique de ça, une pêche qui a une image de pêche assez noble, assez savante, avec des barrières à l'entrée comme l'apprentissage du lancer, l'usage du latin, de l'anglais et du latin. Voilà, donc c'était une pêche très codifiée qui a toujours cette image un peu élitiste, hein, un peu comme le golf, même si elle s'est énormément démocratisée, mais elle a toujours cette image de pratique sélective, quoi. Et alors justement, bon, pour ceux qui connaissent un peu, tu es un bourdieusien, c'est pas te faire insulte que de dire ça. Ouais, mais Bourdieu a écrit par exemple sur le football, ouais. et qui est pour le coup un champ hyper restructuré, en particulier par le pouvoir politique. Alors que la pêche à ligne, ce qui est intéressant, c'est que le pouvoir politique s'en désintéresse, mais on retrouve quand même une structuration selon les classes sociales, sans être trop technique et sans partir dans une trop longue dissertation. Juste peut-être nous en dire 2 mots sur la stratification, en tout cas, qu'on peut trouver. Ouais, alors je l'ai un peu évoqué déjà, mais la stratification, c'est effectivement qu'il y a des pôles dans la pêche, autour de la question de la codification, autour du rapport au corps aussi, hein, un rapport plus ou moins distancié au corps. Alors ça, c'était un peu ce qu'avait raconté un sociologue du sport, Jean-Paul Clément, qui avait comparé les arts martiaux, notamment la lutte, le judo et l'aïkido, hein, et qui montrait justement que voilà, ce sont des sports de combat, mais en fait, ils n'engagent pas du tout le corps de la même façon. Donc moi, je essayé de réfléchir à ça aussi, de l'engagement corporel dans la technique, la distance qu'on met, des oppositions, hein, des principes d'opposition, actif, passif, par exemple, qui est un principe extrêmement, alors, on en pense ce qu'on veut, mais extrêmement puissant chez les pêcheurs, c'est-à-dire les pêches statiques sont pour certains pêcheurs absolument voilà, des choses qu'on va mettre à distance, il faut être actif, il faut bouger, etc. Et justement la pêche sportive, d'ailleurs il y a
une confusion, enfin un mélange aussi, hein. C'est à la fois le respect du poisson et c'est en même temps aussi le pêcheur qui bouge, qui se bouge, voilà, qui a un corps actif. Et ça, c'est quelque chose d'assez structurant socialement. Voilà, les catégories supérieures ont quand même tendance à préférer ce rapport, voilà, un peu distancié au corps, voilà. Et la même chose sur les poissons, c'est-à-dire qu'en fait, un truc marrant que j'ai découvert aussi en faisant mon travail, c'était que, en fait, les poissons, c'est un peu une projection sociale aussi. Alors, ce qui m'a fait découvrir ça aussi, c'est un vieux livre écrit par Léonce de Boissé, qui était un auteur halieutique d'après-guerre, qui s'était anobli d'ailleurs parce qu'il n'était pas noble. Et Léonce de Boissy, il a écrit un livre qui s'appelle Les poissons des rivières de France. Et c'était très rigolo parce qu'en fait, il classait les poissons comme on classe les classes sociales dans la société. C'est-à-dire, il y avait les roturiers, les nobles, la vieille aristocratie, la nouvelle aristocratie, la bourgeoisie, le tout venant, les métèques. L'idée que Ouais. quand on parle de la nature, on parle jamais de la nature en Absolument. réalité. Et c'était très intéressant parce que dans cette projection, il y avait aussi une projection des pêcheurs. Voilà, les pêcheurs qui pêchaient le tout venant, eh ben, c'était le tout venant des pêcheurs, quoi, hein. Et donc c'était presque magnifique de lire ce livre parce qu'on voyait sous forme à peine euphémisée, hein, même revendiquée un peu cette métaphore sociale complètement à l'œuvre, mais qui fonctionnait pour le coup très bien, parce qu'on voyait que voilà, il y avait même cette idée, voilà, le, le pêcheur un peu bedonnant, ben, il va aimer la carpe parce qu'elle est un peu comme lui. Enfin voilà, on va retrouver ben, ça avec le silure aujourd'hui. D'ailleurs, voilà, le silure, c'est un poisson qui mériterait d'être étudié, justement parce qu'il est très structurant aussi chez les pêcheurs. Je fais une petite digression en passant. Donc voilà, donc l'idée c'était de montrer voilà, qu'en fait, derrière la pratique, il y a des rapports à la pratique très différents, des façons d'en parler aussi, de raconter ce qu'on fait, puisqu'il y a aussi ça, la pêche, c'est du matériel, voilà, c'est aussi des mots, hein, c'est aussi beaucoup de mots, quoi. Une Ouais. narrativité à l'œuvre. Absolument, une narrativité. Bon, depuis longtemps, on sait que les histoires de pêcheurs et de chasseurs, il y a une tradition, voilà, mais on voit aussi comment on raconte sa pêche, voilà. Dans la pêche au leurre, là, comme on la pratique aujourd'hui, on sait que, voilà, il y a une technicité anglo-saxonne, voilà, qui est extrêmement importante, une codification et qui peut être rebutante, enfin, qui fonctionne aussi comme une barrière à l'entrée, quoi, hein. C'est-à-dire que, voilà, un néophyte, il est obligé, apprendre à pêcher, c'est se convertir à un ensemble de codes, extrêmement complexes, enfin, c'est voilà. Et alors, donc parler avec un scientifique, c'est toujours intéressant puisque ça permet justement principe même de la science, c'est de s'attaquer aux idées reçues. Alors, dans ta thèse, c'est anecdotique, mais je pense que c'est intéressant parce que là, tout le monde peut le comprendre. Tu t'attaques à ce que tu appelles enfin, ce qu'on appelle en sciences sociales un mythe fondé, selon laquelle, par exemple, la pêche serait un loisir de retraité. Et Ouais. tu t'appuies sur les statistiques pour montrer que, justement, les statistiques, toi et moi, on sera d'accord pour dire que c'est la lisibilité algébrique de la réalité sociale, C'est ça. pour expliquer que c'est pas tout à fait exact. Alors explique-nous d'abord ce que c'est qu'un mythe fondé, ça va nous aider. Bah, un mythe fondé, oui, c'est une bonne question. Ah, un mythe fondé, c'est quelque chose c'est un mythe, donc ça veut dire que c'est faux, mais il est fondé, donc ça veut dire que c'est vrai. On va dire les choses comme ça, c'est-à-dire en fait que c'est quelque chose qui a, comme disait Bourdieu, qui est même pas faux, hein, c'est-à-dire que c'est pas vrai, mais c'est fondé sur une réalité qui a pu lui donner corps à un moment donné et qui peut donner corps à la croyance, comme quoi c'est général, etc., alors que ça se vérifie plus, voilà. Donc, Une sorte d'illusion empirique, ouais, une illusion empirique pour qui faire en un autre plus, oxymoron voilà, et finalement. puis après il y a Ouais. un effet Pygmalion, c'est-à-dire qu'on le fait exister, c'est la prophétie autoréalisatrice, on la fait exister, on fait exister le mythe, voilà. Mais alors dis-moi, moi des retraités, j'en vois masse au bord de l'eau. Alors Ouais, alors des retraités, il y en a, et effectivement, le rapport au temps, c'est quelque chose qui, alors là aussi, tout à l'heure, j'ai parlé un peu de technique, etc., mais il y a le rapport au temps, hein, c'est une pratique chronophage, donc effectivement, il y a un effet retraité. Mais en fait, ce qui caractérise d'abord la pêche globalement, hein, c'est que c'est une pratique masculine, d'abord, faut le dire, alors et donc c'est genré, contrairement à ce que certains oui, ont affirmé. c'est très Alors là, il faut genré. expliquer aussi quand même, là c'est par rapport aux statistiques, qu'une pratique soit genrée, ça ne se discute pas. C'est s'il y a 50% d'hommes et 50% de femmes dans une population, si on ne retrouve pas la même proportion dans une C'est ça. pratique, il y a un Il y a déterminant. un déterminant genre Voilà. qui est extrêmement puissant. Alors après, qui se module aussi en fonction des Mhm. techniques de pêche, etc. Et des rapports que j'ai. Voilà, C'est ça qui est intéressant c'est d'analyser. de l'intersectionnalité, comme on dit aujourd'hui. Et en fait, c'est aussi une pratique urbaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement contre-intuitif parce que souvent, le sens commun, les journalistes, etc., associent la pêche et la chasse. Ouais, voilà, donc en fait,
voilà, le chasseur et le pêcheur, voilà, chasseur, pêcheur, cueilleur, c'est un peu les mêmes. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai. Alors c'est vrai que tous les chasseurs sont pêcheurs, Mhm. globalement, mais pas tous, mais globalement, ils sont quand même une très grosse proportion de chasseurs qui sont pêcheurs, mais en fait, il y a très très peu de pêcheurs qui sont chasseurs. Alors ça aussi, c'est un Et terme de sciences sociales, c'est une échelle de... alors, Tu te souviens du terme? ah oui, Échelle de Gutnam, il me semble. Tout à fait. Là, c'est les Exactement. poupées russes, voilà. Exactement. Et donc du coup, ça a été montré par plein d'enquêtes, hein, et c'est aussi associé à la campagne, à la ruralité. Or, en fait, c'est plutôt une pratique urbaine. D'ailleurs, le développement historiquement de la pêche de loisir au 19e siècle, c'était plutôt les ouvriers déracinés qui se retrouvaient dans les villes, qui allaient pêcher dans la Seine, etc., qui allaient retrouver un peu comme le bout de jardin, qui allaient retrouver dans l'eau, eh bien, le côté bucolique, etc. Et c'est une invention culturelle, voilà, de l'urbanité ou de la périurbanité, quoi. Est-ce qu'on peut dire que le fait qu'on voit beaucoup de retraités vient surtout du fait qu'il y ait beaucoup de retraités en France et Oui. qu'ils aient du temps pour Alors aller à la après, pêche? il y a des retraités qui pêchent, mais c'est vrai que si on regarde statistiquement, c'est plutôt une pratique de jeunes hommes actifs, voilà, employés, de la fraction, voilà, la plus haute des classes populaires. Alors globalement, parce qu'après évidemment il faut rentrer Bien sûr. qui pêche comment, voilà, mais c'est pas forcément uniquement les retraités qui pêchent, loin de là. Alors Mais si on j'ai a cette bien... image, effectivement. Alors après, on a aussi l'image des pêcheurs qu'on voit. Or, en fait, ce qu'on voit souvent, c'est les pêcheurs immobiles, voilà, qui sont assis sur leur panier siège, voilà, et il y a beaucoup de retraités, cette figure-là, mais il y a aussi beaucoup de pêcheurs mobiles, en bateau, etc., qui sont plutôt invisibles, enfin, qui sont... Voilà, donc ça aussi, il faut se méfier des apparences, quoi. Et si j'ai bien lu ta thèse, il y a quand même, d'un point de vue statistique, un pêcheur, c'est quand même aussi un actif Oui, entre 30 et 40 ans. c'est ça. Et alors, quelles sont ses motivations? Enfin, qu'est-ce qui l'a poussé au bord de l'eau soudainement? Alors, peut-être aussi surtout à se reconnecter avec la pêche. C'est certainement quelqu'un qui a eu une première rencontre avec la pêche plus jeune. Ouais, tout à fait. Tout le monde a des souvenirs d'enfance, de l'eau. Enfin, l'eau hante beaucoup les souvenirs d'enfance, hein, l'enfant et la rivière, enfin voilà. Et puis l'école buissonnière, voilà, ces petits barrages qu'on fait sur les rivières quand on est petit, et puis les petits poissons qu'on essaie d'attraper. Et puis tous les pédophiles amènent les enfants au bord de la rivière, Ouais, généralement. voilà, si tu veux. Et, et souvent, effectivement, après, il peut y avoir un décrochage lié à l'adolescence, à la concurrence d'autres pratiques, etc. Et un retour à la pêche, alors, qui a un retour à la fois, alors ça dépend, il faudrait regarder aussi socialement comment ça s'inscrit, mais ça peut être lié d'abord à l'état matrimonial, une stabilisation familiale, au travail, une stabilisation du travail, et puis à cette volonté de, voilà, d'avoir un loisir. Alors il y a la proximité géographique qui va jouer avec des points d'eau, hein, mais un loisir qui en fait est aussi assez technique. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de pêcheurs qui sont plutôt dans un pôle, je dirais, ce pôle des classes populaires, des techniciens, voilà, qui va retrouver, et ça c'est de prime abord, c'est pas intuitif, hein, mais en fait, quand on rentre dans la pêche, on se rend compte que c'est quelque chose d'extrêmement pointu, où il y a absolument rien n'est laissé au hasard, le diamètre des fils, le poids des plombs, la taille de l'hameçon, la Oui, vitesse de récupération du si moulinet. à la pêche la chance a autant d'importance, c'est qu'on essaye de la contraindre petit à petit. Absolument. Mais il faut qu'il reste une part de chance pour que ça Il y reste a de une la part de pêche. chance, mais la réduction des aléas, et c'est même une obsession, hein, chez le pêcheur, c'est d'avoir justement d'avoir mis toutes les chances de son côté, de ne pas avoir laissé au hasard. Voilà, ce qui fait on va toujours acheter un nouveau leurre, une nouvelle couleur de leurre, parce qu'on pense que justement on va faire la différence. Puis il y a aussi l'idée d'avoir toujours un coup d'avance sur les autres. Bon, donc voilà, il y a un marketing, enfin tu es bien placé pour le savoir, qui Si je joue force bien un petit là-dessus. peu le trait, est-ce qu'on pourrait dire qu'un pêcheur, c'est un mec, bon, bobonne le gonfle, son patron Ouais, l'emmerde alors aussi, j'allais y venir. échappatoire un Ça, c'est peu? bien ce que raconte, par exemple, il y a un sociologue qui s'appelle Olivier Schwartz, qui a écrit un livre qui s'appelle La vie privée des ouvriers, où il a fait des entretiens avec des ouvriers. Alors lui, il s'intéressait à non pas ce que font les ouvriers à l'usine, hein, c'était ce que faisait la sociologie du travail traditionnellement, mais ce que font les ouvriers à la maison. Et il avait remarqué effectivement qu'il y avait plein de jeunes ouvriers qui en fait vivaient leur vie domestique comme une vie un peu dominée par le pôle féminin, hein, leur femme qui leur dit il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, etc. Et du coup, la pêche était un échappatoire, hein, ils le disaient ouvertement. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils avaient un discours sur le poisson, alors qui n'était pas le discours sportif des bourgeois en disant: «Le poisson, c'est un partenaire de jeu, c'est pour ça que je le relâche». Mais ils disaient: «En fait, je vais à la pêche pas du tout pour le poisson. Je vais à la pêche pour tuer le temps, pour être avec des copains, dans une culture un peu viriliste, sympa». Oui, ce Et qu'il faut dire, c'est que le poisson comme partenaire de jeu, c'est déjà presque un discours managérial. Enfin, c'est je veux dire, presque, c'est c'est très tout à très, fait, c'est un discours très c'est voilà, alors qu'en localisable. fait, il y a des gens qui relâchent le poisson et qui pour autant voilà, ils disent: «Je le relâche
fromage parce que je ne le mange pas. Bon, voilà, mais et puis parce que en fait, je suis venu pour passer du temps. Donc voilà, c'est plutôt un partenaire voilà, pour tuer le temps, quoi. Mais c'est pas de l'ennui non plus. En fait, c'est une forme. Voilà. Alors, il faut avoir pêché pour comprendre ça aussi, parce que de l'extérieur, on a l'impression que les pêcheurs s'ennuient, alors qu'en fait, c'est le rapport au temps à la pêche, c'est extrêmement important. Ouais. C'est une façon aussi Je dis souvent de diluer le temps. Le français fait pas de distinction dans le mot patience ou patienter, alors que par exemple en anglais, to wait, to expect, ou en allemand, warten, erwarten, font bien distinction entre patienter, parce que comme on patiente dans une salle d'attente, ni plus ni moins, et puis la patience dans l'attente de quelque chose, ou une recherche en fait. C'est ça, ou pour le coup la patience est ce que tu es en train de faire, attendre et ce que tu fais. Il faut avoir pêché pour comprendre ça, oui. Pour comprendre en fait, voilà, même le bonheur que ça peut procurer, quoi. Bon, merci Fred, c'était vraiment super gentil pour cette interview complètement improvisée. D'ailleurs, j'ai eu du mal à maintenir mon flotte tube dans un bon angle de lumière. J'ai un peu mis mon doigt devant l'objectif. J'espère. Est-ce qu'un jour on pourra retrouver tes travaux quelque part ou... Oui, alors déjà, si vous voulez lire ma thèse, elle est en ligne, hein, en PDF, on peut la lire. Elle s'appelle Des pêcheurs sans panier. Vous tapez Des pêcheurs sans panier. Frédéric Roux sur Google, vous allez la trouver. Et puis après, j'ai écrit quelques articles. Et puis je pense qu'on a des petits projets communs. Voilà, ça serait bien. On a peut-être même un historien qui va suivre. Voilà, pour écrire des trucs sympas qui puissent intéresser à la fois, voilà, être à cheval sur les pêcheurs, hein, pour qu'ils comprennent un peu pourquoi ils font ce qu'ils font. Et puis les spécialistes de sciences sociales pour qu'ils comprennent aussi pourquoi les pêcheurs pêchent. Ce qui est toujours bon à apprendre dans un univers qui est... Voilà, qui est marqué par une image un peu désuète, alors qu'en fait, voilà, c'est des choses importantes, quoi. Merci Fred, à bientôt. Merci à toi. I'm killing these niggas, something ain't right, I ain't feeling these